C'est la première fois que je te reçois, Cut. Ça me fait tellement plaisir. C'est vrai, hein. Mais je te vois toujours sur Instagram, gros. Je me dis, le mec de Skyrock ou le mec de Star? Non, ça, c'est chaud. Cut, à chaque fois qu'on va t'identifier, parler de toi, il y a des termes élogieux qui vont venir avec. Des termes qui sont hyper importants quand on présente ton livre, Mixtape 2.0. C'est 30 ans de culture hip-hop, 30 ans que tu incarnes aussi. Quand on va dire Cut Killer, il y aura le mot légende, il y aura le mot star, il y aura le mot DJ, le plus grand DJ hip-hop de France. Comment on gère cet héritage? Parce que c'est vrai que t'es un des noms les plus connus au monde, les noms français les plus connus au monde. Ouais, mais j'avais pas signé pour ça, gros. Ouais. Moi, personnellement, j'étais parti sur un principe de mettre de la musique et faire en sorte que ce mouvement et cette culture perdurent à travers le temps, puisque ma première fois, j'en parle aussi dans le livre, c'est la découverte de New York, ce mouvement hip-hop qui me pète à la gueule, et je me dis, non mais c'est obligé qu'en France, il va falloir qu'on fasse la même, et on a 10 ans de retard, donc il faut rattraper les 10 ans. Donc Pump, dans le principe, c'était juste ça, et en tant que DJ, puisque forcément, on met beaucoup en avant, en tout cas dans les années 90, la culture par le rap, parce que c'est les révolutionnaires, c'est ceux qui sont devant, les graffiti artistes s'expriment sur les murs, les danseurs, ça va, mais danseurs et DJ, on est toujours derrière les artistes peuras, tu vois. Donc du coup, on a voulu s'émanciper, on s'est dit, et on peut pas aller devant, nous aussi, donc du coup, on a fait notre petit bonhomme de chemin, et puis chacun a donné son cadre, mais moi, en tant que DJ, j'ai juste donné une direction, en fait. Il y a plein de choses impressionnantes dans le bouquin. La première, c'est évidemment quand on a ce graphique, on voit que ces chiffres impressionnants, 35 ans de carrière, plus de 5000 soirées, 20 000 heures de mix live, 52 000 vinyles collectionnés. Ils sont où ces vinyles collectionnés? Toujours chez moi. Ils sont bien rangés chez toi? Ils sont rangés, ouais. Alors pas tous, bien évidemment, parce qu'il y a une grosse partie où c'est technique, parce qu'il y a une époque où on recevait tellement de disques et on en a plein qui sont un peu en désordre. Mais moi, je garde mes vinyles depuis le début, en fait, parce que c'est ce qui fait ma fondation, mon esprit, ma passion. Donc les vinyles, ils sont toujours là, ils sont toujours présents, quoi qu'il arrive. Et ce qui est intéressant, c'est la transformation du milieu, parce que tu parles de tes vinyles, la façon de mixer il y a 30 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Ouais. La musique a évolué, le style aussi hip-hop, le rap français, toute cette histoire que tu racontes aussi dans ton bouquin, t'as plein d'histoires, plein d'anecdotes à raconter. On savait pas où on allait en vrai, mais on savait que c'était un mouvement qui allait être vraiment prépondérant dans l'univers musical en France. L'évolution technologique fait qu'effectivement on passe des vinyles aux ordinateurs. Avant, tu allais en studio, maintenant tu as un home studio, tu peux tout faire chez toi, et l'évolution du rap français, nous, c'était une direction, un mode révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est devenu, entre parenthèses, commercial, parce que on l'a voulu au départ. On sort de l'underground pour essayer de porter notre voix. Aujourd'hui, quand on arrive en 2022 avec les meilleures ventes, en tout cas en France, mais dans le monde entier du rap, ça veut te dire, bien sûr, encore heureux. Mais c'est vrai que la culture, par contre, hip-hop, elle s'est désagrégée d'une certaine manière. On parle plus de rap que de mouvement hip-hop. Mais il y a quand même... on est révolutionnaires, on lâche pas l'affaire. Et t'es un acharné. Reprenons les bases. Quand t'es déjà gosse, en fait, t'es né à Meknes, tu passes des heures et des heures, en fait, à t'entraîner, à mixer, tout le temps. Mais parce que tu sais, moi j'ai mes amis, ils font du foot, il y en a qui sont dans des clubs, d'autres qui jouent d'instruments de musique. Eux, on les code avec des cours. Mais nous, on n'a pas de cours. Donc du coup, les seuls cours qu'on a, c'est les cassettes vidéo ou Dynasty ou d'autres DJ qu'on voit officier. Donc du coup, on tente de reproduire, et ça veut dire des heures et des heures, mais des jours et des mois, des années. Tu dis, j'ai acheté ma première platine en septembre, ça c'est page 18. Je passais 7 ou 8 heures non-stop à m'entraîner, à m'améliorer techniquement, matin, midi, soir, à la sortie des cours, après le dîner. C'était un peu comme apprendre le violon ou le piano, mais sans professeur. Ton seul coach, c'est ta vidéo. Exactement, c'est ça. T'es pas aussi présent, tu vois. Donc d'autres potes, tu vois, tu pouvais t'entraîner avec eux, tu vois. Ils te donnaient aussi des tricks, tu leur donnais des cadres, et puis t'apprenais, mais t'avais beaucoup de choses, tu t'apprenais sur le tas. Nous, on s'est retrouvés à un moment donné avec Crazy B, qui était champion de France. Moi, j'ai vite arrêté les championnats de DJ, parce que je voyais ma direction plutôt. Mais on s'est retrouvés à San Francisco, on allait chez Qbert, enfin toute la nouvelle tendance des années 90-2000 de scratch, et on s'est dit, oh, non mais les mecs, c'est tous les jours, enfin, eux, c'est pire que nous, en fait, tu vois. En fait, finalement, on apprend encore, et encore aujourd'hui on apprend, parce que ça évolue tellement rapidement que à chaque fois tu es obligé d'être, même encore aujourd'hui, en mode apprentissage, parce que tu apprends tous les jours. Alors tu puisses ton inspiration dans le rêve américain. Je sais qu'à un moment donné tu vendais carrément tes fringues pour partir juste en week-end à New York. C'est quoi cette histoire de fou? En fait, non mais il faut replacer le contexte. Replace le Ce qui se passe, c'est qu'on part à une dizaine à New York. 89, c'est la Mecque du hip-hop, donc
Donc on se dit, c'est là où il faut aller. On avait déjà été à Londres pour voir ce que ça racontait, déjà on était obnubilés, mais à New York, alors là on a été terrassés parce que on s'est dit, waouh, mais c'est fou. Nous, chez nous, il n'y a pas de Foot Locker, il n'y a pas de magasin avec des fringues hip-hop, sauf Ticaret ou Homecore, enfin quelques magasins, mais à peine. Donc du coup, on voit ils mangent hip-hop, ils dorment hip-hop. Tu vas en voiture, tu vas dans les magasins. Ouais, ça respire hip-hop partout. Ça respire hip-hop partout. Ouais. Donc on se dit, waouh, la folie. Donc moi, il faut que j'y retourne. Je suis obligé. Déjà, rien que pour acheter des disques avant qu'ils sortent ici. Et en même temps, des fringues. Donc du coup, forcément, les gens te voient habillé. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, putain, j'aimerais bien voir ça. Ouais, bah dans ces cas-là, je vais retourner. Quand tu retournes, tu me dis, donc je donne l'oseille. La liste. Et forcément, la liste, bah vas-y, c'est une liste de donc toi, tu y allais pour prendre un peu d'avance sur ce qui se passait ici, et puis pour t'imprégner aussi de l'atmosphère hip-hop qui était dans les rues. Exactement, donc du coup de là, on en a fait un business, parce qu'on allait acheter pour des magasins et tout ça, donc du coup on y allait, je suis sûr, à un moment donné, j'y allais genre un week-end. Vendredi, je faisais les commandes. Samedi matin, je partais à l'aéroport, parce qu'à l'époque, il y avait l'agence de voyage, mais tu pouvais acheter ton billet directement à l'aéroport. Et tu prends ton billet, bac, tu passes la journée, la nuit, bac, le dimanche, tu fais là encore les courses parce que c'est ouvert. Dimanche soir, tu prends ton vol. Lundi, tu arrives en cours. Il dit, t'as fait quoi ce week-end? Bah, j'étais à New York, gros. C'est fou. Qui va à New York en week-end, quoi, tu vois? Et le jet lag, ça, comment tu fais? Dans les années 90. Non, mais oublie les jet lags. On oublie les jet lags, ça n'a rien à voir, on s'en fout complètement. C'était juste l'euphorie. Moi, je reviens de New York, je suis une pile électrique. Ouais. J'arrive en cours, je suis au taquet. Ouais. C'est genre, en plus, je comprenais l'anglais d'une manière, mais là, je l'ai multiplié par 4 le rendement. Ouais. Obligé, j'arrive, j'ai faim. Non, c'était une folie. Mais c'est parce que c'était comme ça, en fait. Il y avait pas de... Nous, on se posait pas trop de questions, en fait. On y allait, en fait. Pas plus, pas moins. Tu commences à avoir une image, un nom, mais avant de t'appeler Cut Killer, tu t'appelais pas Cut Killer. Et d'ailleurs, il y a une anecdote très très drôle par rapport à ça, parce que t'aurais pu avoir une embrouille. Le hip-hop, c'est le tag, enfin le graphe plutôt. Le tag, c'est un dérivé. Le beatbox, le DJ, le rap. Et tu te dis, bon bah attends, je vais essayer alors. Donc du coup, le rap, tu essayes vite fait, mais tu te dis, non, c'est pas pour moi. Le graphe, tu te dis, vas-y, c'est bon, je vais essayer de graffer, mais le jour où tu graffes, prends des bombes, il pleut. Donc du coup, ça part en couille. Et tu cherches un nom, donc du coup, j'ai trouvé un nom. Et en fait, j'avais trouvé un nom qui était super cool. J'avais repris, en fait, parce que les connotations toujours américaines, tu vois. Le nom de Cool Hercule, c'était le premier DJ, mais à l'époque je faisais pas attention. Et moi j'avais dit, tiens, il est pas mal ce nom, donc je prends Cool, et au lieu de marquer Hercule, H-E-R-C, je vais faire E-A-R-K. Et je commence à taguer dans mon quartier, tout ça. Et il y avait les soirées au Globo, et il se trouve que le jour où il y avait le vendredi soir et le soir Globo, là je trouve un gros camion, donc je fais un gros tag et tout. Moi, fan de Dynasty, j'arrive à la soirée, je passe la soirée de ouf, je reste jusqu'à la fin tellement, et je vois qu'à la fin, le mec il est vénère parce qu'il est parti, il est revenu. Je dis, putain, il y a un connard qui vient défoncer mon camion blanc, et je fais, ouais, putain, l'enculé, abusé. C'était WAM. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de taguer. C'est fini, t'as arrêté. Il a su bien après, mais bon, sur le coup, je dis, putain, c'est vraiment l'enculé, celui qui a fait ça. Vraiment, c'était une dinguerie. Donc, du coup, tu pars sur des noms, et tu cherches des noms, et puis tu tags, et effectivement, dans cette discipline, beatbox, je suis pas trop fan, mais j'ai trouvé cette voie qui est effectivement le DJing, parce que je trouvais ça ouf qu'un DJ avec ses mains puisse faire danser les gens, mais d'un coup sec, quoi. Genre, ouais, quand même. Ouais, parce qu'il y avait les DJ de l'époque qui étaient des DJ généralistes de club, où ils étaient animateurs en même temps, il fallait qu'ils fassent bouger avec une sélection plus généraliste, et des DJ hip-hop qui étaient plus dans une catégorie spécialisée sur un style, et il fallait être technique, donc du coup je suis parti dans cette voie-là. Il y a des noms qui reviennent et qui font plaisir à lire parce que c'est tous des légendes maintenant, vous en faites partie, tu vois, tu parles de Claude MC Solar, tu vois, tu parles de Mathieu Kassovitz aussi avec La Haine, qui est un véritable tournant aussi pour toi, et c'est fou de se dire que ces noms ont traversé aussi les époques, sont aussi devenus des légendes du rap aujourd'hui. Ouais, mais en même temps, tu sais, nous on voit... C'était drôle, parce que c'est un microcosme en fait. Il n'y a pas que Paris, il y a aussi Marseille, mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, on est dans ce petit mouvement, on essaie de s'en sortir, on essaie de se faire reconnaître, tout ça. Et puis dès qu'il y en a qui percent, bon bah forcément, ouais, on n'est pas aigri ni jaloux, on se dit, ah ouais, c'est charmé, il y a peut-être moyen de faire d'être dans la même direction. Donc la dynamique, elle était plutôt comme ça en fait. Et il se trouve que forcément, Solar, avant que ça soit Solar, il fait partie du Posty 501, nous on fait partie de la ZB, il y avait NTM, il y avait CTK, enfin il y avait plein de groupes, tu vois.
Donc du coup, en fait, finalement... Et tu sens l'émulation quand vous traînez ensemble, quand vous côtoyez, tu sens qu'il se passe quelque chose? Oui, parce qu'il y en a qui peuvent pas avoir d'autres, d'autres qui sont en mode désordre. Nous, les Elbi, on est bien relativement avec tout le monde, donc du coup, on les connaît. Donc, en plus, on commence à organiser des après-midi, des soirées, donc du coup, forcément, ils s'invitent ou on les invite, tu vois. En fait, c'est un microcosme où tout le monde se connaît en vrai. Et on a l'impression de se dire, mais t'as vu, Casso, il a fait un film... La haine, nanana. Mais Casso, nous on le connaît, il était avec Vincent Cassel au Globo, ils étaient dans le hip-hop. Et puis il se trouve qu'effectivement il a fait un film, Métis, et puis on est en plus dedans avec les listes, on joue au basket, parce qu'à l'époque on jouait au basket. Et puis il me propose La haine. Oui, c'est un tournant, mais ça n'a pas été un tournant tout de suite en fait. Parce que La haine, en fait, quand c'est sorti, ça n'a pas été un gros succès, mais c'est devenu un succès progressif par rapport aux cassettes vidéo. Bien sûr. Et en fait, moi j'ai ressenti, je pense 4 ans après le retour de La haine. Sur le coup, les gens disent il y a un DJ, mais après, forcément, ils se sont dit tiens, tu fais un rapprochement. Et tu fais un parallèle avec Spike Lee qui est intéressant. Tu dis le film a si bien marché qu'il est devenu culte après sa sortie, c'est vrai. Lors d'une projection à Montréal, les spectateurs se sont levés et ont dansé pendant la scène avec les Breakers, c'est celle où je mixais. Il y a eu une polémique au moment du festival de Cannes parce que les policiers boycottaient le film. On se retournait au passage de l'équipe sur les marches. On était sur du Spike Lee 2.0, mais à la française. Exactement, parce qu'il faut comprendre le concept de l'époque. Nous, quand il y avait des films qui sortaient au cinéma, type Menace to Society ou The Right Thing de Spike Lee, entre autres, il faut savoir, moi je me rappelle, j'ai une image encore marquante, puisque mon quartier c'est Strasbourg-Saint-Denis, de l'époque l'opéra de ça, donc la Paramount Opéra. Je vais pour voir le film de Spike Lee et il y a des cars de CRS devant les cinémas. T'imagines le principe, genre pourquoi il y a une manif? Non, parce qu'il est la sortie d'un film qui est à l'époque pro-black, mais qui est considéré comme peut-être un mouvement pour les banlieues de révolution. Donc du coup il va peut-être y avoir des embrouilles sorties de cinéma. Et donc du coup tu te dis mais là où c'est le plus intéressant, et tu le vois sur internet quand tu vois la montée des marches de La haine, eux ont pris ce film là avant même qu'il sorte, parce que bien évidemment ils sont renseignés, comme une espèce on décrit la police, parce que c'était juste après les affaires de la police en mode désordre, tu connais, t'as toujours cette impression que on décrit la police en disant c'est bon, toute la police c'est de la merde. Donc du coup ce qu'ils ont fait en fait à l'époque, quand t'as monté des marches, en fait t'as plein de keufs qui sont là comme ça, mais ils sont tous retournés pendant la montée des marches pour dire non, on boycotte le film. T'imagines le truc? C'était une dinguerie. Aujourd'hui on s'en rend pas compte, mais à l'époque c'était juste n'importe quoi. Il y a une affiche que je connaissais pas, avec le logo Skyrock, là c'est celle-ci. Mais oui, ça c'était les premiers flyers que j'avais fait. Tu vois, maintenant quand on parle du Cut Killer Show sur Skyrock, on dit le DJ hip-hop numéro 1, mais là il y a écrit le DJ le plus hot du moment. Ce qui montre qu'on est encore, tu vois, c'est fou quand même, tu vois, le DJ le plus hot du moment. C'est 96 et derrière c'est un flyer où il y a Total Chaos. Exactement. Les deux émissions de l'époque. Avant d'être sur Skyrock, t'étais sur Nova. Et à un moment tu dis qu'en gros, t'étais passé de 40 000 à 400 000 auditeurs. C'est fou. C'est fou. Nova, nous, c'était effectivement la radio qui m'a mis en avant, et puis franchement c'était une dinguerie. Mais il y a un moment où pendant les 2 années où j'étais là-bas, la première année où il y avait Loïc Dury et Massadian qui m'avaient mis en mode, il y a un autre programmateur qui est arrivé et puis on nous a déplacés. En fait on a compris qu'un des programmateurs avait dit mais de toute façon, Cut Killer, c'est devenu trop commercial. On parle de 95. Et on te dit déjà, c'est devenu trop commercial. Parce que par rapport à la programmation de Skyrock, j'étais tellement en mode quinri hip-hop que ça commençait à grossir. Il y avait Skyrock qui arrivait, tout ça. Donc du coup, il commençait à me dire, mais bon, c'est plus dans le cadre de Nova. Je suis parti voir Bizot, qui était le grand patron. Et Bizot, lui aussi, c'était la fin, entre parenthèses, de la grande ère Nova. Et je lui dis, je pense que je vais partir sur Sky, parce que j'ai une propale de Bouno, et franchement, c'est charmé. Parce que moi j'aimerais bien rester à Nova, mais vous n'avez pas assez d'ondes pour pouvoir faire en sorte tu vois. Parce que Nova c'est local et Skyrock c'est radio nationale. C'est régional, et puis, effectivement c'est national. Mais tu sais, dans ce mouvement hip-hop, en plus ça décrit très rapidement, c'est un mode genre vas-y, t'as un vendu dès que tu deviens trop commercial. Bon, ok, super. Bon, faut savoir qu'à l'époque, un commercial ça veut pas dire genre tu vends ton cul, hein. C'est juste parce que plusieurs personnes t'écoutent. Et je me rappelle de la dernière émission de Nova où je jouais un set, c'était le vendredi soir, et le samedi je faisais ma première à Skyrock. Et volontairement j'ai remis le même set. Le jour d'après avec deux perceptions différentes. Mais gros, il y a des gens qui m'ont dit tout ce que t'as passé à Skyrock c'est commercial. Je fais comment ça? À Nova je le passais déjà en mode énervé, et toi tu me parles d'un jeu. Donc pour te dire, là tu t'es rendu compte où t'étais arrivé, que parce qu'après on s'en fout en fait, que les gens perçoivent. C'est comme aujourd'hui quand ils disent le rap c'est
c'est plus comme avant. Oui, c'est plus comme avant, bien sûr, ça a évolué. Donc du coup, tu veux pas faire de comparatif et surtout, tu as des portées en fait. C'est en fonction des gens qui ont envie d'écouter ce que tu joues. Donc si tu joues, toi, du vrai, si tu sens que c'est vrai, bah vas-y, il faut y aller autoroute. Hein. Après, les gens qui décrivent, c'est bon, merci, au revoir. On va te montrer dans un instant là, des archives du Cut Killer Show qu'on a retrouvées spécialement. Comme ça, tu pourras les commenter parce que c'est des archives collector, vraiment. Voilà. Mais juste avant, deux choses. Premièrement, cette photo. On est avec Monsieur Sean Combs, Puff Daddy. Ouais, Puff Daddy. Voilà. Et Puff Daddy, c'est quelqu'un d'important dans ta carrière. Parce que on parlait à tes débuts du rêve américain. Et toi, tu lui as fait vivre le rêve marocain après. Ouais, mais ça s'est pas passé comme ça tout de suite. Hein. Évidemment, c'est long. C'est vrai que... Il y a un contexte de fou, mais il faut dire que Puff Daddy, l'histoire est dingue. Ouais, bah alors l'histoire elle est dingue, mais comme je te dis, j'ai pas malheureusement le temps de tout mettre, mais nous on arrive 89. La première soirée qu'on fait, c'est Lucien Papalou à l'époque qui était en bise avec Tribe Called Quest, et en fait qui nous fait vivre en fait une première soirée à New York. Et on arrive, c'est une ancienne banque, et en fait tu rentres dans cette soirée. Alors il faut savoir qu'à Paris, nous les soirées c'est ghetto, hein, c'est MJC, c'est soirée coupe-gorge. Au max, t'as des soirées concerts, effectivement, où ça se passe relativement mieux, mais bon, c'est des trucs locaux, entre parenthèses. Nous, on arrive là-bas, on voit toutes les rostas, gros, ils sont là, assis sur les escaliers, ceux que t'achètes en disque, ils sont là. Donc, ils nous présentent, donc, cette vision de star, en plus, moi, je l'ai pas trop, genre, je suis content, tu vois, mais on les connaît pas, donc on va pas commencer à faire un copain-copain. Et la vision est plus facile à partir du moment où, quand tu fais ton nom ici en France, on te prend aussi en fonction de ce que tu es. Et quand à Nova on invite des artistes américains et après à Skyrock des artistes carry, ça aussi ça joue sur l'engouement du fait que même les Américains, quand ils viennent en France, ils disent ah ouais mais c'est toi en fait le mec qui est en place ici. Et eux par rapport à nous, par rapport à eux, on n'a rien en international, mais en France en tout cas on est quelqu'un, donc du coup forcément ça crée une dynamique et une complicité. Et ouais, on rencontre Puff parce que par X et par je l'explique dans mon bouquin. Oui, c'est pour ça qu'on dit pas tout. Et du coup, tu te dis, ouais, c'était possible en fait. T'arrives d'en bas, tu peux effectivement arriver à une certaine échelle où des gens travaillent avec toi et te mettent en mode. Et puis, en fait, ça me paraît logique et normal, mais ça, c'est une dynamique en fait. Comment tu cultives ta passion? Parce qu'en fait, je te disais tout à l'heure, avant qu'on démarre l'interview, que je t'ai vu mixer évidemment à des moments parfois improbables, à des fins de soirée à 7h du matin où t'es même pas programmé, à des endroits qui sont des petites scènes, comme parfois tu vas dans des scènes incroyables. Et comment tu maintiens la passion sur autant d'années? Je me pose pas la question, c'est la seule question que je me pose, c'est la première fois que j'ai commencé à être DJ, pour moi c'était une passion et franchement, tant que j'ai encore cette passion, je reste, mais si tu l'as fait de manière financière ou juste parce que tu veux te faire de l'oseille, à un moment donné, tu t'ennuies en fait, donc ça t'apporte peu. Bien sûr, tu as des hauts et des bas, normal, mais tant que tu as envie, en fait, ça fonctionne en fait. À toi de te réinventer. Ouais. C'est ça la clé de se réinventer, parce que dans l'industrie, on a bien vu, il y a beaucoup d'artistes qui ont la hype à un moment, qui l'ont beaucoup moins après ou qui l'ont plus du tout. Toi, tu as réussi à maintenir cette mais hype. Parce que c'est pas que je m'en bats les couilles de la hype, c'est juste que je trouve ça logique et normal d'une certaine manière. Là c'est drôle parce que juste avant, je passais à la FNAC pour voir et tout ce que ça racontait sur le livre. Et puis je vais au rayon vinyle CD. Et à l'époque, on était genre en place, tu vois. Et là, je vois qu'effectivement, il y a un petit truc en scred vite fait parce qu'on a sorti que des mixtapes dernièrement. Et je suis pas aigri. Je me dis, c'est normal, gros, c'est pas le même marché. C'est l'époque. Mais est-ce que je dois effectivement me dire, non, il faut absolument que je sois toujours en avant? Non, il y a des temps pour tout. Et en même temps, je me dis toujours, non, mais de toute façon, si vraiment on a envie, on se remet en mode, on fait des trucs, tu vois. Pas avec la scène actuelle, mais par rapport à ce que nous on était, parce que là, on ressort effectivement un revival de mixtape, et puis il y a toujours des choses comme des livres ou des séries ou des musiques de films, parce qu'on se réinvente à chaque fois, parce qu'on a envie. Et la musique actuelle te plaît toujours autant? Parce qu'on en connaît beaucoup autour de nous, tu dois en avoir aussi, moi aussi j'en ai déjà à mon âge qui me disent c'était vraiment mieux avant, c'était autre chose avant, c'était autre chose. On peut pas comparer avant et aujourd'hui. Avant, quand on écoutait du rap, pour ma part 88, 89, j'écoutais ça, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu regardes cette musique de Zoulou, pourquoi t'écoutes ça, ils disent de la merde, pseudo-révolutionnaire, c'est pas Che Guevara, tu vois, la punk c'est mieux que le rap, tu vois ce que je veux dire, Et aujourd'hui, c'est la même chose. Maintenant, la problématique, c'est que les gens qui écoutaient du rap à l'époque, effectivement, font de la comparaison avec aujourd'hui. Non, il n'y a pas de comparaison à avoir et tu ne peux pas comparer la société d'aujourd'hui et la société de l'époque. Le rap à l'époque, c'était une manière, en tout cas pour nous dans ce mouvement hip-hop,
représenter et surtout de manière révolutionnaire, avoir des porte-paroles. Parce qu'on n'avait pas de parole. À la télé, on disait, ouais, la banlieue, non. Aujourd'hui, la banlieue, elle parle et puis elle se vend. Et il y a des jeunes qui arrivent, qui disent, voilà, c'est eux, les politiques, je ne comprends rien, mais eux, ils connaissent ma life. Et franchement, c'est comme si c'est des grands frères, tu vois, ou des grandes sœurs. Bah, je préfère les écouter eux que écouter un mec politique qui va nous casser les couilles, qui ne va pas nous donner des directions. Bah, c'est la même chose, mais 30 ans plus tard, les jeunes, ils ont une direction par rapport à leur société. Et forcément, bah, il y a un problème avec les anciens qui écoutaient du rap de l'époque, qui disaient « Nous, au moins, il y avait du texte, il y avait ci, il y avait ça. Là, le fond n'est pas le même. » Oui, le fond n'est pas le même parce que la société n'est pas la même. Et tes enfants ne sont pas dans le même cadre que toi, t'étais. Ils galèrent beaucoup moins parce que... Ou alors, en fonction, ils peuvent galérer aussi, mais c'est pas les mêmes galères. Nous, on était là, on pouvait ni rentrer en boîte, ni avoir un boulot, ni se faire entendre, ni voir à la télé, mis à part Archipel choper des Renois rebeux étrangers, même français, parce qu'il y a beaucoup de... Parce qu'on dit toujours, ouais, c'est un mouvement urbain, mais uniquement dans une connotation maghrébine, renois. Non, pas du tout. Nous, c'était espagnol, portugais, italien. Il y avait de tout, en fait, et on se posait pas de questions si c'était rebeu renois ou X ou Y. C'était genre un mouvement culturel international. Aujourd'hui, on écrit en fait en disant ouais, mais non, mais parce que c'est plus des trucs de Renoir, de rebeu, vas-y, ferme-la, c'est bon. Ah, parce que Vald et Orelsan, ils sont comment? Pourquoi Akhenaton, il est comment? Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter de dire que c'est un mouvement ou Nekfeu ou Damso. Est-ce que c'est pas la même chose? Arrêtez, c'est le même délire. C'est le même délire, sauf que c'est des directions qui sont propres à chacun, donc c'est parfait. T'es hyper ouvert aussi à la nouvelle génération, à celle qui te rend hommage, celui qui ouvre le livre. Vous pourrez lire sa très belle préface, c'est DJ Snake. Ouais. DJ Snake qui parle de toi en de termes élogieux, tu étais sa star déjà quand tu étais petit, il aimait le côté mystérieux de ce que tu dégageais dans l'image, tu l'as énormément inspiré, il le dit très souvent, il tient souvent à te rendre hommage. Qu'est-ce que ça te provoque chez toi d'avoir un DJ Snake qui tient justement à parler de toi et à quel point tu as eu un impact dans sa carrière, dans sa vie? Moi je pensais que ça allait être le prochain Cut Killer de base. C'est vrai. Sauf que le mouvement il a tellement changé et l'industrie a changé que c'était compliqué de rester dans ce milieu rap. Il y a une évolution qui s'est créée et donc il a réussi à trouver une direction pour pouvoir être de manière internationale, parce que sinon on aurait pu être effectivement international mais la problématique c'est qu'on n'avait pas de plateforme. Aujourd'hui la plateforme électro est beaucoup plus importante et beaucoup plus ouverte que la scène rap, parce que même si des artistes qui sont issus du rap français ou du mouvement hip-hop français, bah, il y a la culture de la langue qui ne fonctionne pas. L'électro, c'est plus international. Mais au-delà de ça, c'est même pas ça. C'est juste que le mec, il est là et puis il m'encense aujourd'hui. Mais moi, en fait, je lui ai donné la motivation peut-être au début. Mais moi, aujourd'hui, il me donne la motivation aussi de continuer et de perdurer. Donc, du coup, on s'est aidé mutuellement sans se téléphoner, sans se dire au fait, n'oublie pas de me faire une dédicace. Ou alors, au fait, t'as vu, tu te rappelles quand je t'ai aidé? Il n'y a pas de ça. En fait, nous, c'est juste normal, quoi. Donc, du coup, moi, je trouve ça extrêmement et super important la manière dont il a accentué les choses, parce que des fois je me sens gêné. Il dit à chaque interview, franchement je suis totalement fier de lui, je suis tellement heureux de sa réussite, que quand il me fait dédicace, je dis mais t'énerve pas, c'est pas obligé quand même. Et il me dit mais non, mais c'est normal, c'est comme ça que je suis arrivé. Et nous, la reconnaissance, c'est la reconnaissance. Et moi je suis reconnaissant aujourd'hui de ce qu'il fait lui, parce que ça me motive encore à être ce que je suis encore. Donc c'est mortel. Parce qu'Aeroc a des émissions emblématiques, je pense à Planète Rap, pour aller dans le studio Planète Rap, mais c'est aussi studio où tu mixes, le Cut Killer Show. Je t'ai ramené des petites archives, tu vas prendre l'iPad, mon cher Cut, on va regarder ça. Allez, premier slide que je te montre, tu changes tes vinyles au beau milieu d'une session freestyle des frères Pétard. J'avais l'agro déjà. J'avais bien mangé. Moi je veux juste que tout le monde bounce dans les blocs, dans les caisses et les cases. Il faut que tu expliques quelle logistique ça demandait pour ceux qui n'ont pas connu ça. Parce que tu vois, tout ça c'est un logiciel Traktor. On ne s'est pas posé de questions, savoir comment ça fonctionnait, puisque à l'époque il fallait avoir des disques, pack à disques, donc il fallait en avoir plein. Et quand tu invites des artistes, il faut avoir des instrumentaux comme des vocaux, donc du coup tu prépares ton émission et en même temps tu prépares les instruments pour les freestyles. À l'époque, les freestyles, c'est pas genre tu leur envoies des trucs, tu vois, il faut qu'ils écoutent, donc du coup tu choisis plein d'instrus et ils écoutent, ils disent ça c'est bon, c'est parfait, tac tac. Ça demandait beaucoup d'efforts quand tu es jeune à porter les disques, parce que tu as quand même 2-3 bacs à disques par on se rend pas compte. à chaque fois, ou 5 bacs à disques, donc ça veut dire qu'à chaque fois que je faisais mon émission, je ramenais mes bacs disques. Donc il y avait
pas de chaussures, c'est pas aujourd'hui tu prends une clé ou un ordinateur. Ouais. Non, faut C'était faire beaucoup un plus métier. dur en fait. Ah ouais, c'est Tomber. physique. Mais comme on n'avait pas d'évolution technologique, pour nous c'était Ouais, normal. c'était normal, ouais, c'est ça. C'était pas, on Ouais. s'est pas posé de questions. Genre comment on pouvait faire. Et quand bien même le CD est arrivé. Hmm. Parce que les DJ généralistes et électro ont commencé avec le CD. Ouais. Et je voyais plein même de DJ qui étaient dans le hip-hop qui ramenaient finalement des plaques de CD parce qu'ils se disaient c'est beaucoup moins lourd. Mais nous on est là, bon, ouais, mais c'est pas, ça marche pas. Ça marche pas, nous c'est hip-hop donc c'est vinyle. Ouais, c'est ça. Prochaine vidéo, t'es en train de préparer ton émission et tu reçois une star. Aïe. Putain, j'aimerais bien revoir ces vidéos là. Et tout est fou dans la vidéo parce que regarde les vinyles, regarde la canette d'Ice-T qui est même plus commercialisée. Le téléphone auquel tu réponds. c'est Waouh, la folie. c'est Retour vers le futur le bail. Oh la dingue. La musique. Oh la folie. Je suis à la radio là. Putain, on était là. Yes, quoi. yes, ouh! Et là, c'est chaud. En direct là des studios, tu sais quoi? Grosse pointure. Greg David, what's up? Salut. What's up? I'm real cool. Hey, nice to meet you. Not menu. Oh la folie. Oh, là. Et là quelque part tu fais plusieurs tafs parce que t'es animateur, t'es un over en plus d'être déjà DJ. C'est comment tu portes toutes ces casquettes à ce moment-là À là l'époque, j'avais Cédric Lebel. Ouais. J'étais nul en radio en plus. J'aimais pas ça. J'aimais que passer du son. Mais quand j'invitais des artistes, je me disais, putain, faut préparer tout ça. Ouais. Dingue. Mais c'est marrant parce que il fallait travailler, mais en même temps, on n'avait pas le choix. Donc, du coup, on y allait parce que c'était comme ça et pas autrement. Mais c'est vrai que c'était un taf en fait. Et je me rappelle de cette émission où il y avait Usher parce que dans la foulée, il y avait Craig David, Craig pardon, David, ouais. parce que dans la foulée, je savais qu'Usher revenait le lendemain. Exact. Et lui me dit, le jour de cette émission, oui, tu sais, moi, j'ai réussi à me mettre dans la musique grâce à une seule personne, c'est Usher. Ouais. C'est genre mon maître incontesté. Je Ouais. fais, ah ouais? Mais si tu veux, il vient demain à mon émission. Il me fait, non, ouais, reviens demain, tu vas voir, il n'y a pas de problème, vous allez faire des trucs ensemble et tout. Donc t'as organisé la rencontre Craig Et David Usher. J'ai rencontré le jour d'après la rencontre Craig David Usher. Sauf que, bon, il y avait un truc bizarre. T'as vu comment il est cool là, tranquille. Usher, quand il arrive, je l'avais déjà rencontré avant, donc il est super cool et tout. Et puis quand Craig David arrive et tout, là j'ai vu Craig David 2.0 avec des lunettes de soleil, genre le mec il se la raconte et tout, genre. Aïe. Et moi j'étais content, je fais ah t'as vu alors, t'es fan de lui donc du coup il est là. Et l'autre il faisait yeah. Bonjour Usher, peu genre en blasé. mode genre ouais tu sais bon voilà. Je fais qu'est-ce qui lui arrive là. Genre en mode désordre. C'était drôle. Et après ça s'est détendu parce qu'ils ont réussi à faire un freestyle ensemble. Allez, quatrième slide. Là t'es Aïe. avec un groupe, rappelle-toi ce groupe, ça va cartonner sur Skyrock le morceau Scandalous. Ah ouais. Thank you for all your support here. Mystique. at Skyrock as well. Just one thing, you know, because lot of Ah, je parle mieux, là. T'es mieux là. You never put instrumental on your 12. T'as vu la question que tu leur poses? Ouais. It's a sad thing. Okay, well now you said. You know, Yeah. I received like maybe 7 or 8 versions of One Einstein. Right. No instrumental. Okay. T'as besoin des instrus. Ouais. Comment tu fais quand t'as pas les instrus? C'est vrai que c'est une vraie question ça. Comment tu fais à cette époque-là? À l'époque, on demandait à la maison de disque effectivement d'avoir au moins tu as une version. Si tu avais la chance d'avoir une maison de disque qui nous passait l'instru ou les Américains qui l'achetaient. Mais sinon, en général, dans les vinyles, tu as toujours une version vocale et instrumentale. Mais parfois, ils veulent pas parce que les maisons de disques se disent non, on met pas de version instrumentale. Donc du coup, c'était compliqué. Là, c'était drôle parce qu'effectivement, j'avais posé cette question parce que je voulais mettre un instru pour qu'elle chante. Eh oui. Il me dit on n'a pas l'instru. Je fais, comment on fait alors? Allez, dernier slide que je te montre, c'était pendant un Planet Rap cette fois-ci, les psychiatres. Le concours DJ, est-ce que vous avez vu de la semaine? Il y a un concours. Ah là là, on dirait Planet Rap 1.0. C'est ça, hein. Le patron c'est 4 Killer, c'est lui qui décide. On saura avant la fin de l'émission. Oh putain, Fred. Plus de 1500 € de cadeaux, notamment la fameuse PPD01. Ça c'est un truc de dingue. Ah la folie de ça, avec Sia Voilà, Style qui aussi. remplace les Voilà. Ah, c'est ouf. Si on pas de gagnant. Trop tard, puisque la dernière a passé, c'est une dernière. La jeunesse de Fred. Donc ça tombe bien, c'est DJ Funky de Lille. Toujours la même équipe. Putain, vous avez des bêtes d'archives quand même, il va falloir qu'on se parle à un moment donné. C'est beau de voir hein, ces images. Hein. Ah j'avoue, c'est charmé.
Non mais surtout Je pas. pense que ça va être tendu, je me rappelle les noms de ceux Ça qui nous sont rappelle passés depuis une lundi, époque lundi, où c'était tu vois, il y avait DJ Tia Style Fox, aussi. mardi, DJ Cypress, à son âme, mais mercredi, DJ c'était une Molly, dinguerie. donc DJ Funky, si vous voulez voter aussi par les SMS. Mais tu vois la tête de 41 Fred, tu vois la tête de tout le monde, là, c'est ouf. Mais t'en as combien comme ça? J'aimerais bien en récupérer. Si On va t'en récupérer. En tout cas, c'était important aussi de te montrer ces petits collectors issus de ces images dans ce studio même en plus. Ah ouais, c'est extraordinaire. J'avoue, je garde l'iPad comme ça c'est réglé, là, on est d'accord. Hein. Le livre s'appelle Mixtape 2.0 et voilà, on sent que tu as eu le besoin de commencer à raconter des histoires, à commencer parce qu'il y a encore plein d'autres histoires. Des Ouais, anecdotes il comme y ça, en a c'est plein, fourni. mais là, là c'est pour dire bonjour. C'est pour dire bonjour. Bon, bah, quand tu reviens, on est toujours là, tu le sais. Ouais, on pourra dire bonjour 2.0. Merci, Cut. Yes.